Je remets l'enregistrement. Ouais. C'est la connexion Internet qui est encore instable. Donc, on en est ici à calculer donc, au bout de combien de temps on va atteindre cette vitesse maximale, sachant qu'on a une accélération qui est constante, équivaut 1,22 mètres par seconde moins 2. Et donc, pour ça, on va utiliser cette équation-là qui nous donne la vitesse en fonction de l'accélération. Donc, il suffit d'inverser en fait cette équation-là, T. Alors, je vais l'appeler T de V max. Ça va être simplement donc V max divisé par A. OK? D'après l'équation que j'ai ici, V c'est égal à AT, donc T c'est égal à V sur A. OK, Vmax, c'est 305 mètres par seconde. Alors attention aux unités. Parce qu'on a un V qui est en mètres par minute, et une accélération qui est en mètres par seconde moins 2. Ouais. Donc on va tout mettre dans les mêmes unités. OK, alors ça fait combien ça? Si j'ai 305 mètres par minute, ça fait combien en mètres par seconde? J'ai combien de secondes dans une minute? 60. 60. Donc 305 divisé par 60. 5,1. OK? Mètres par seconde. OK, donc le T max, il va être égal à 5,1 divisé par 1,22. Ça nous fait combien ça? Combien? 4,2? Ouais? OK, alors ça doit être ça. OK, au bout de 4 mètres, on atteint donc la vitesse maximale. OK, donc ici, on va dire qu'on va être en ce point-là. Alors, je vais l'appeler X de V max. Donc, au bout d'ici, je suis avec une vitesse V max. OK, alors la question, ce n'était pas tout à fait au bout de combien de temps, c'était quelle était la distance parcourue. Donc maintenant, il faut que je détermine la distance. Donc pour déterminer la distance, qu'est-ce que je vais faire? Je connais la relation entre la distance et le temps, c'est donné par cette équation-là. Oui. C'est un temps, pardon. Vous avez tout à fait raison. Je divise des mètres par seconde par des mètres par seconde moins 2, donc je vais trouver des secondes. Tout à fait, merci beaucoup. Donc ensuite, pour trouver X de V max, j'utilise X de V max égale 1/2 de A de T max au carré. Alors, qu'est-ce que ça me donne, ça? X de V max. J'ai encore 2 personnes en salle d'attente.
Donc, ça me fait 1 demi de A qui vaut 1,22 et que je multiplie par le Tmax qui vaut 4,2 au carré. Ok, ça fait combien ça en distance? 10,8. Cette fois-ci, c'est bien en mètres. Ok, donc en gros, l'ascenseur, il va mettre 10 mètres à atteindre sa vitesse maximale. Donc ici, on est à 10,8. Ici, c'est gravé en mètres. Ok, après ça, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ensuite, il va faire 180 mètres, je sais pas comment dire, mais avant d'arriver tout en haut, il aura 10 mètres, 8, il va décélérer. Ok, donc ça, c'est pour la phase de décélération. Et entre les deux, voilà, il va s'arrêter pour les étages. s'il ne s'arrête pas pour les étages, qu'est-ce qu'il fait? Donc, c'est ça. Hein, il accélère jusqu'à une vitesse maximale. Et puis après, il va garder cette vitesse maximale jusqu'à ce qu'éventuellement, il décélère pour atteindre l'étage. Donc, s'il décélère à la même vitesse, il va arriver ensuite en haut avec une vitesse nulle. Donc, la phase d'accélération et la phase de décélération, ça va être la même chose en fait. Ouais. Ok, donc à partir de là, vous pouvez calculer la suite. La suite, c'est-à-dire la deuxième question, au bout de combien de temps, combien de temps met-il à parcourir sans s'arrêter les 190 mètres? Donc c'est la question 2. Hein. Combien de temps met-il à parcourir les 190 mètres? Donc je vous rappelle, hein, il y a 3 phases. Phase 1, accélération constante. D'accord? Il accélère jusqu'à la vitesse maximale. Donc jusqu'à Vmax. Phase 2, donc il est à la vitesse maximale, il ne peut plus accélérer plus. Hein. Donc il est à une vitesse constante et égale à Vmax. Et puis enfin, phase 3, décélération constante jusqu'à s'arrêter, hein, c'est-à-dire avoir une vitesse nulle, jusqu'à V égale à 0. Ok, alors qu'est-ce qui nous manque comme données pour calculer tout ça? Donc, il faut calculer le temps total. C'est ça qu'on cherche à calculer. J'ai effacé. Ici, on avait calculé le temps pour l'accélération.
hein, la phase d'accélération. D'accord? Pour la phase 1, on avait un temps, alors je vais l'appeler T1, qui était de, c'était combien? 4,2? C'est ça? Ouais. 4,2 secondes. Je peux mettre le X, alors je vais l'appeler X1, donc il a parcouru quelle distance? 10,8 mètres pendant ces 4,2 secondes. OK. L'autre chose que je connais aussi, c'est finalement la phase de décélération, hein, puisque ça va être la même que la phase d'accélération. Elle est juste inversée, c'est-à-dire qu'on passe de Vmax à V0. Donc ça va prendre le même temps en fait. Autrement dit, pour la phase 3, je vais avoir un T3 qui va valoir aussi 4,2 secondes. Hein, il va mettre le même temps pour décélérer que pour accélérer. Et donc il va parcourir la même distance. X3 qui va être de 10,8 mètres. Ok, donc ce qui manque, c'est la phase 2 en fait. Alors, comment je vais trouver le temps qu'il va mettre pour la phase 2? Ouais. On a la distance et la vitesse. Donc, il faut effectivement la distance et la vitesse. Alors, on l'a effectivement, pourquoi? Dans la vitesse maximale, c'est la vitesse qu'il y aura et on a les distances de phase 1 et phase 2, donc je soustrais. Ok. Donc, on sait effectivement qu'en phase 2, hein, comme on l'a dit ici, la vitesse est constante et égale à Vmax. Donc, on peut simplement dire que la vitesse, ça va être juste la distance parcourue, hein, de x2, divisé par le temps de parcours. OK? Alors, x2, c'est donc la distance qu'il doit parcourir entre le moment où il a fini d'accélérer et le moment où il va commencer à décélérer. Ouais. Et je sais qu'en tout, il doit faire 190 mètres. Hein, je sais que x1 plus x2 plus x3, ça doit être égal à 190. Et puis, je connais x2 et x3, donc ça va être facile de déterminer x2. Hein. Ça va être 190 moins x1 moins x3. Donc ici, j'ai 10,8 plus 10,8. 21,6. Ouais. Que je soustrais à 190. Ça me fait plutôt 178. Ouais. Ok, donc du coup, je connais x2, je connais Vmax, je vais pouvoir en tirer T2. T2, ça va donner donc x2 sur Vmax. 178,4 divisé Vmax, on avait trouvé combien? 5,1 par seconde. Ok, ça nous fait combien de secondes ça? 33? Là, je vous fais confiance. 33 secondes? 35? ,6. Ouais. 190 moins 20, ça fait 170. Moins 1,6, ça fait 168,4. Ouais. Du coup, non, c'est 33 dans les champs.
Donc ici, c'était bien 168,4. Et la Vmax, ben, elle est toujours de 5,1. Ouais. Donc ici, on trouve 33,2 secondes. Et donc le temps total, ben, c'est la somme de T1 plus T2 plus T3. Temps total de montée, 90 mètres. Donc c'est 4,2 plus 33,2 plus 4,2. Ça fait 4 et 4, 8 et 3, 11, 41 secondes, 6. Voilà. Il a changé là. Ok, donc il va mettre 41 secondes, 6 à monter jusqu'en haut de l'immeuble. Ça va pour ça? Donc attention, hein, dans tous ces problèmes, il faut bien repérer qu'est-ce qui varie, qu'est-ce qui est constant. Donc en l'occurrence ici, ben, au départ, c'est l'accélération qui est constante, la vitesse qui varie. Et puis il y a une phase entre les deux où la vitesse ne varie plus, hein, elle est constante. Du coup, l'accélération, qu'est-ce qu'elle vaut l'accélération dans la phase entre les deux? Elle vaut 0. Hein, on est à vitesse constante, donc l'accélération est nulle. Et puis enfin, on a une phase de décélération. Voilà, et dans ce genre de problème, donc en général, hein, toute la problématique, c'est d'intégrer les équations, hein, de trouver les primitives des fonctions, et puis de déterminer la constante par rapport aux conditions initiales. Hein, c'est toujours la même démarche qu'on utilise. Ouais. Est-ce que les démarches d'intégration cognitive, c'est toujours les mêmes dans les exercices? Ouais. Ouais. On peut les apprendre par cœur et... Bah, les apprendre par cœur. La démarche, oui. La démarche, c'est trouver la primitive. C'est à une constante près. Et ensuite, on utilise les conditions initiales. En général, les conditions initiales, hein, c'est toujours t égale à 0. Qu'est-ce qui se passe en t égale à 0? Est-ce qu'on est à x égale à 0? Ça permet de déterminer la constante pour x. Quelle est la vitesse? Ça permet de déterminer la constante pour la vitesse. OK? On va le retrouver hein, là, dans l'exercice suivant. OK? OK, si ça va pour ça, ben, du coup, on va faire l'exercice suivant. Alors, j'ai un petit mot ici. C'est 168,4 pour 2, non, oui. Pour x2, je n'ai pas compris. Pour x2, ça veut dire quoi? Si vous voulez poser votre question par oral, Abiratan. Parce que là, c'est 168,4, c'est une seule distance, quoi. Il n'y a pas x2. Les collisions, en gros, vu que c'est 2 fois 10,8, on trouve 168,4. Ah oui, d'accord. Bah, oui, effectivement. C'est bien l'erreur qu'on avait faite tout à l'heure. Donc, OK pour ça. OK, passe l'exercice suivant. Allez. Alors, l'exercice suivant, c'est un exercice tout à fait classique. Qui est l'exercice du lanceur
2 poids. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans cet exercice? Alors, donc, dans toute la suite de ce qu'on va faire, on va étudier des systèmes et puis on va regarder les forces qui s'appliquent sur ces systèmes. Et à partir de là, on va appliquer ce qu'on appelle le principe fondamental de la dynamique et qui va nous permettre d'établir en fait les équations de l'accélération, de la vitesse et de la position. OK? Donc la première chose à faire dans tous ces exercices-là, c'est de lire l'exercice, bien sûr. Et 2, on définit ce qu'on appelle le référentiel. Alors, pour nous, ici, pour l'instant, le référentiel, on va toujours supposer un référentiel qui va être galiléen. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un référentiel galiléen? Ouais. OK. Alors, dans quel type de référentiel peut-on appliquer effectivement les lois de Newton? OK. Là, on tourne en rond. Qu'est-ce qu'il faut, en fait, pour qu'un référentiel soit galiléen? Ouais. Non, ça, ce n'est pas le référentiel. Non. On va définir après un repère dans ce référentiel qui va être orthonormé, mais le référentiel en lui-même, il doit avoir une caractéristique particulière. Oui. Alors, ça, on va effectivement définir dans ce référentiel un repère spatial qui va être les axes x, y, z, ce que vous appelez le repère orthonormé, et puis une horloge qui va être la base de temps. D'accord? C'est ça qui va nous constituer notre référentiel. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que ce référentiel il soit galiléen? Il y a une caractéristique. Alors, on peut supposer que la Terre est un référentiel galiléen. Mais dans l'absolu, la Terre n'est pas un référentiel galiléen. Pourquoi? Non, il n'y a pas de rapport avec la pesanteur. Enfin, pas spécifiquement avec la pesanteur. Non? Oui, allez-y. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est le principe d'inertie? Que les forces se compensent. Il y a de l'idée, mais qu'est-ce qui se passe quand les forces se compensent? Oui. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça implique, ça? Ouais. Alors, effectivement, on y vient. Il est immobile, ou alors, s'il est en mouvement, il a un mouvement rectiligne uniforme. C'est la caractéristique d'un référentiel galiléen. C'est un référentiel, effectivement, dans lequel le principe d'inertie est vérifié, c'est-à-dire qu'un objet qui est en mouvement rectiligne uniforme le conserve. Ce qui veut dire simplement qu'il n'y a pas de force qui agit dessus, ou alors que les forces qui agissent dessus se compensent. OK? Donc, nous, on va toujours se mettre dans ce cas-là. OK? On peut considérer effectivement que là, sur Terre, si je regarde ma craie qui tombe, mon référentiel qui est lié au mur, là, qui sont liés à la Terre, eh bien, je peux considérer que c'est galiléen. Et dans la réalité, vous savez que ce n'est pas vrai. Vous savez que la Terre, elle tourne sur elle-même. Vous savez que la Terre, elle tourne autour du Soleil. Donc, elle n'est pas dans un mouvement rectiligne uniforme. OK? Et ça, vous le verrez par la suite, mais ça introduit d'autres forces, en fait. Ce qu'on appelle les forces d'inertie. Notamment, c'est ça qui crée, par exemple, quand vous voyez les hautes pressions, les basses pressions, avec ces nuages qui tournent là, pour descendre, voilà, c'est dû à une force supplémentaire, qu'on appelle la force de Coriolis, qui est due au fait que la Terre tourne sur elle-même. OK, mais si on considère juste le mouvement de ma craie, là, on peut considérer que la Terre est immobile. OK?
Et dans l'absolu, il n'existe pas, très peu, enfin, en approximation simplement, de référentiel galiléen. Tout bouge en fait. Et rarement avec des vitesses qui sont rectilignes uniformes tout le temps. Ok, mais souvent, c'est une approximation qu'on peut faire dans des cas particuliers. Hein, mais ce n'est pas toujours valide, quoi. Ok? Donc ici, on va supposer qu'effectivement, notre référentiel est galiléen lié à la Terre. Ok, on va lui associer donc une base de temps. Et un repère orthonormé. Ok. Ensuite, deuxième chose qu'il va falloir qu'on regarde, c'est qu'est-ce qu'on est en train d'étudier. D'accord? Ici, on a pris une référence, en fait, hein, dans l'espace et dans le temps. Maintenant, qu'est-ce qu'on étudie? Donc, il va falloir définir ce qu'on appelle le système. Alors ici, donc on considère donc un lanceur de poids dont la main, au moment du lancer, est située à une hauteur h du sol. D'accord. L'athlète lance le poids de masse m avec une vitesse v0, faisant un angle alpha avec l'axe x dans le référentiel galiléen ROXY lié à la Terre. Alors, qu'est-ce que c'est notre système là? Ouais. Le poids. Le poids, tout à fait. Alors attention, hein, dans cette définition du système, souvent dans un problème comme ça, moi j'ai rencontré souvent des gens qui vont venir me parler de ce qui se passe pour le lanceur de poids. Le lanceur de poids ne fait pas partie du système. On n'est pas en train d'étudier ce que fait le lanceur de poids. D'accord? On est en train d'étudier qu'est-ce qui se passe pour le poids lui-même. OK? Donc le système, c'est le poids. Hein? Le poids de masse m. On va supposer ponctuel. Hein, on n'étudie que des systèmes ponctuels. Okay, vous verrez plus tard qu'on peut étendre ça à des systèmes étendus, justement. Mais pour l'instant, nous, on ne sait étudier que des systèmes ponctuels. Et donc, qu'est-ce qu'on va regarder après, une fois qu'on a le référentiel des systèmes? Le bilan des forces. On va faire le bilan des forces. Okay, quelles sont les forces qui s'appliquent au système? Ouais. Donc ici, on vous demande premièrement effectivement de faire un bilan des forces appliquées au poids. Alors avant ça, moi ce que je vous conseille, que je vous disais tout à l'heure, faites un dessin. OK? Donc ici, on a un référentiel galiléen auquel on attache donc un repère orthonormé OXY, X horizontal, Y vertical. Vous pouvez même mettre les vecteurs de base, hein, UX, UY. D'accord? Vecteurs de base normés, orthogonaux entre eux. Et vous pouvez mettre les conditions initiales. Donc les conditions initiales, ici, c'est qu'on a un poids qui a une hauteur h. D'accord? Donc sa coordonnée en Y à l'instant t égale à 0, ça va être h. Et sa coordonnée en X à l'instant t égale à 0, c'est 0. Ouais. Donc ici, on a notre point M. Alors, ça s'appelle M0, hein, ses coordonnées, c'est 0, H. Si je les note comme ça, dans la base UX, UY. Ok. Alors, je vais noter de l'autre côté parce que je vais avoir besoin de la place là. Donc ça, c'est le point M0 hein, qui a comme coordonnée 0, H. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Eh bien, on vous dit que ce poids, il est lancé avec une vitesse initiale V0, faisant un angle alpha avec l'axe X. Donc ça, vous pouvez le retracer aussi. Donc on a ici l'axe horizontal,
Et puis, on a ici le vecteur V0, qui est la vitesse initiale à l'instant t égale à 0 de mon système, le poids. Il fait un angle alpha avec l'horizontale. C'est là où je regarde. Il va encore me couper. Alors, il y a un compteur qui s'affiche. Ouais. Non, le problème, c'est un problème que j'ai toujours pas réussi à passer en surclassement, alors que normalement, c'est compris. Bon, peut-être je vais changer de système vidéo, je vais passer à autre chose que Zoom la prochaine fois. On passera peut-être sur Teams. Vous avez utilisé ça déjà, Teams? OK. Donc, on a dit la chose suivante à faire, c'est faire le bilan des forces. Alors, d'ailleurs, c'est la question. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a effectivement comme force qui s'applique sur ce système? Alors, on vous dit quand même, hein, il y a un petit truc qui est important ici, mais qui est entre parenthèses, c'est qu'on va négliger l'action de l'air sur le projectile, c'est-à-dire on va négliger la poussée d'Archimède et les frottements. Okay. Donc, finalement, qu'est-ce qui nous reste comme force? Voilà, juste la force de gravitation qu'on appelle le poids. On peut mettre force de gravitation pour... Ok, je vais le noter P. Comment elle s'exerce cette force? Donc j'ai mon poids là. Qu'est-ce qui lui arrive? Comment? Vers le bas. Vers le bas, effectivement. Donc il y a une force qui l'attire vers le bas. Donc cette force, c'est la force de gravitation. Qui est due à quoi? Ben, qu'on a une masse qui est m, petit m, qui est proche d'une autre masse. Cette autre masse, c'est la masse de la Terre, en fait. D'accord? Donc en fait, c'est la Terre qui attire cette masse petit m. Ouais. Donc il est soumis à la force de gravitation, grand G, petit m, grand M, la masse de la Terre, divisé par le rayon de la Terre au carré. Ouais. Alors on sait que, alors souvent on va dire qu'on est dans ce qu'on appelle le champ de pesanteur. Donc on est soumis à une accélération de la pesanteur, G, alors, souvent on a notre G comme ça. Alors, bon, je ne vais pas mettre de vecteur dessus. Cette force de pesanteur, enfin cette accélération de pesanteur, hein, ben c'est simplement cette quantité-là. D'accord? Ça vaut à peu près 9,8 mètres par seconde moins 2 à la surface de la Terre. OK? Donc, du coup, le poids, je peux le réécrire comme étant le produit de M par G. Alors, attention, je mets un vecteur ici, simplement pour indiquer que G, il est dirigé vers le centre de la Terre. OK? Si je l'écris, d'accord, sa norme, c'est 9,88 et mon vecteur P, il est dirigé vers le bas. Donc, si je le réécris, en fait, ici, dans le système de coordonnées que j'ai ici, avec les vecteurs UX, UY, comment je l'écrirai? Ouais. P, un vecteur P est égal à moins M vecteur P. Alors,
A moins M vecteur G, moins M norme de G, module de G, hein, celui-là. D'accord? Et elle est dirigée comment? Ben justement, le moins, il vient du fait que c'est dirigé vers le bas, donc vers moins UY en fait. Ouais. OK? Alors, ensuite, on va écrire, deuxièmement, le principe fondamental de la dynamique. Alors, souvent, c'est abrégé PF. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce principe fondamental de la dynamique? Dans un référentiel galiléen, la somme des forces appliquées à un système est égale au produit de la masse par l'accélération.